Avec des conditions météo souvent défavorables, que faire lorsque l'hiver vosgien n'est pas à la hauteur ? En février dernier, les vacanciers ont multiplié les visites dans la région, comme dans cette confiserie à la Bresse où jusqu'à la semaine dernière, on n'a pas désempli. Témoin ce compteur aux portes de l'établissement. On est pas loin de 50 000 personnes. Ce qui est dû, encore une fois, aux conditions climatiques. C'est vrai que quand il fait vraiment mauvais, les gens, au lieu d'aller sur les pistes de ski, ils s'orientent vers les activités à l'intérieur, comme la nôtre, comme la piscine, comme le bowling, etc. La dernière semaine de février a même été la plus grosse en termes de fréquentation. Le nouveau découpage des vacances scolaires et des efforts réalisés en matière de communication y étant pour beaucoup. Et la situation pourrait presque être idyllique si on ne réfléchissait du moins qu'à court terme. Cet afflux de clientèle leur a posé bien des problèmes. C'est vraiment pas des bonnes conditions de visite. Alors on essayait d'expliquer aux gens, de leur demander de revenir à un autre moment, mais bon, c'est pas simple, quoi. Donc nous on n'aime pas du tout ces grosses journées où on a même été obligé de nous mettre devant la porte pour refuser aux gens d'entrer pour des raisons de sécurité aussi. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc quand il fait beau la semaine, la fréquentation se répartit sur l'ensemble de la semaine et c'est beaucoup plus facile à gérer. Ce mardi, au moment du tournage de ce reportage à la confiserie, le contraste était donc plutôt saisissant. On y a croisé malgré tout quelques-uns des derniers vacanciers, tout droit venus en famille de Dunkerque. Vous étiez venu pour faire du ski ? Tout à fait. Pas de neige, ou très peu de neige, et c'est tombé hier soir. Et donc là, on a pu en faire un peu ce matin, mais effectivement, autrement, pas beaucoup de neige en ce moment. C'est compliqué. C'est relativement compliqué, oui. Déçu ? Non, parce qu'il y a d'autres choses à faire et d'autres activités, donc, comme la visite de la confiserie. Là. Avec les enfants, du coup, on a trouvé d'autres activités en attendant. Du coup, c'était le dimanche après-midi, on a été à la chèvrerie l'après-midi. Et puis là, aujourd'hui, on fait la confiserie. Hier, c'était la piscine, voilà. Alors la question suivante allait de soi, est-ce que vous reviendrez dans les Vosges ? Oui, j'aime beaucoup les paysages, là, surtout là avec la neige, les sapins, et puis même pour l'été, je pense qu'il y a des superbes randonnées à faire. C'était la première fois et on aime bien la station en tout cas. La confiserie La Bressaude, c'est plus de 200 000 visiteurs par an, hiver comme été. Le mois d'août est d'ailleurs équivalent à un bon mois de février en termes de fréquentation. Il est des prix dont certaines villes se passeraient bien. Hier soir, la Fondation Abbé Pierre célébrait la seconde cérémonie des Piques d'Or, un Oscar satirique des politiques les plus hostiles aux personnes sans abri. Pour la première fois, la capitale alsacienne concourait. Si l'imagination débordante des élus de Calais et Nice en matière d'arrêté anti-mendicité a ravi à Strasbourg une première place, sur le terrain, les associations dénoncent une situation qui s'aggrave et souhaitent rendre visibles ces dispositifs. Ça peut être des pics, ça peut être des galets fondus dans du béton pour que les gens ne puissent pas s'allonger à l'entrée des immeubles. Ça peut être des bancs, mais des bancs très raccourcis avec des accoudoirs en métal où on ne peut pas donc s'allonger, poser la tête. Il y en a énormément. Il y a des fermetures de passage, donc comme celle qui est derrière nous. Ces grilles n'étaient pas présentes il y a quelques mois. Donc en fait, toute la cour a été fermée par 3 grilles. C'était un endroit qui était un abri pour certaines personnes. Des équipements qui fleurissent un peu partout, souvent même sans qu'on les remarque. Ici, une assise inconfortable, là, quelques galets qui empêchent de s'installer à l'abri, ou encore des sièges individuels à la place des bancs. À Strasbourg, le collectif En Marge se mobilise également contre l'arrêt anti-mendicité concernant 3 zones de l'hypercentre. Pour eux, toutes ces mesures produisent le même effet, de l'exclusion. Les personnes à la rue sont encore plus stigmatisées et ça les éloigne encore un peu plus du centre-ville, là où il y a du passage et que c'est vrai que sans leurs manches, ces personnes ne pourraient pas subsister. Voilà, donc aller dans des quartiers excentrés, c'est difficile pour eux. Ce qui est difficile aussi pour les associations qui maraudent, parce que continuer un suivi auprès de certaines personnes n'est plus possible. Le travail de terrain déjà mis en place par les associations qui maraudent, du coup, est complètement perturbé. On n'a plus de traces des personnes. Michael Labbé est philosophe. Jury cette année pour la Fondation Abbé Pierre, il dénonce une logique plus vaste à l'œuvre dans les villes. Pour lui, l'obsession de l'attractivité produit des cités de plus en plus excluantes.
dans les villes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire des villes obsédées par leur attractivité, par leur rayonnement, des villes qui sont construites comme des produits ou des marchandises à destination des classes les plus aisées, classes créatives ou touristes. Au fond, il s'agit de vendre une certaine image. On le voit avec tout le marketing territorial, toute la course aux événements, aux labels, etc. Et en réalité, on ne tolère plus de présenter aux futurs clients des villes un visage inamical dans lequel les sans-abri, les plus faibles, pourraient ne pas cadrer avec le décor un peu folklorique qui est celui-ci. Si les populations en grande précarité sont la cible de ces mesures d'éloignement, il se pourrait bien qu'au final, ce soit l'ensemble de la population qui est à y perdre. Au fond, lorsque on enlève des bancs, lorsqu'on met des assises à faible largeur, à inclinaison, comme on le voit dans les arrêts de tram, les arrêts de bus de plus en plus souvent, en réalité, bien évidemment, ça cible d'abord les personnes les plus marginalisées. Mais imaginez que vous soyez un enfant, une personne handicapée, une personne en surpoids, une personne âgée, ou simplement que vous ayez passé une journée harassante quand vous cherchez vos enfants et que vous avez vos courses en main. La ville se rend moins amicale pour nous tous en fait. Si Strasbourg n'a pas été distingué par la Fondation Abbé Pierre cette année, les acteurs associatifs espèrent que la prochaine municipalité prendra le problème au sérieux pour que 2021 ne voit pas à nouveau la capitale alsacienne nommée pour ce prix pas très glorieux. Dans leur garage, Catherine et Xavier restaurent une voiture mythique de l'histoire de l'automobile française. Alpine A110 1300 de 1970, préparation client. Ils ont choisi d'acquérir cette Alpine Renault en 1982, une année particulière pour ce couple. Au lieu d'aller en voyage de noces, on a acheté une voiture de sport. Ils ont repris plus régulièrement la restauration de ce modèle non roulant depuis 4 ans avec leurs propres moyens. On a eu des enfants, on a acheté une maison, on a retapé la maison et entre-temps, on a acheté une autre. Que j'ai cassée, avec laquelle on a roulé avec plaisir et puis on a laissé un petit peu celle-là tomber. Ce modèle de berlinette Alpine Renault A110 1300 configuration compétition a participé au Mans et à son palmarès figure également le titre de championne du monde de rallye de 1973. Pourtant, pour ce couple passionné de sportive, c'est la simplicité du véhicule qui lui donne tout son charme. La 110, c'est la reine. À cette époque-là, il faisait des sportifs très abordables. Je démonte tout, je refais tout avec madame, mais on reprend au maximum toutes les pièces existantes de la voiture. Moi, ce qui me plaît, c'est de connaître ma voiture, de changer un truc s'il faut. On est déjà venu nous en proposer de l'argent, beaucoup d'argent même, mais non, c'est pas possible. C'était impossible qu'elle sorte d'ici. Dès qu'on était un bon bricoleur, vous pouviez fabriquer votre voiture. Et c'est ce qu'on appelait à cette époque-là les constructeurs sans patente. C'était fabriqué par la main de l'homme. Vous avez eu Scora, JD. JD, c'était monsieur Jacques Durand. J'ai toutes les pièces, si c'est faisable de refaire. On meule, on ponce, on sable. Moi, je me suis occupée surtout de faire la peinture, la fibre de verre. Ça, c'est des voitures, ça sent le polyester, ça sent l'huile, ça sent les gaz d'échappement. On fait quoi avec la machine? Il faudra essayer. Pour essayer, il faut d'abord apprendre non pas à monter, mais descendre en voiture. Non, on passe la jambe, les fesses, on passe la tête sous le montant de portière et après on rentre dans la voiture. Caché derrière un Porsche Cayenne, on ne nous voit pas. C'est une voiture qui fait dans les 1,10 m de haut et on est assis à 12 à 15 cm du sol. Il leur tarde d'ici un an de présenter leur voiture à l'Alpine Gordini Club Champagne. Ce club perpétue le mythe d'une marque aujourd'hui confidentielle. La marque existe encore, sans doute grâce à nous. Catherine et Xavier aiment les voitures qui ont une âme. Celle-ci sera fin prête pour leur retraite. C'est une visite synonyme de victoire pour l'EHPAD Le Val-Fleury de Fénétrange. Patrick Weiten, président du département de la Moselle, est venu annoncer à l'ensemble du personnel la restructuration et l'agrandissement de l'établissement. Jusqu'alors, la structure pouvait accueillir 61 résidents. Désormais, ils pourront être 20 de plus. Quand j'ai été élu à la présidence du département de la Moselle en 2011, c'est le premier EHPAD que j'ai visité en Moselle.
Et cette EHPAD m'a laissé un souvenir, c'était celui où il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas avoir un EHPAD à 60 lits. Économiquement, ce n'est plus viable. La taille critique, c'est 80 lits au moins. Et donc, on leur apporte 20 lits supplémentaires pour arriver à un équilibre budgétaire de fonctionnement. Après 3 ans d'attente, c'est un véritable soulagement pour les membres du personnel, puisque c'est l'assurance pour eux d'un emploi pérenne. Aujourd'hui, on a une vraie perspective d'avenir, comme je disais avant, avec la possibilité à la fois de restructurer l'existant, de s'agrandir, peut-être d'imaginer de nouveaux projets aussi. Et puis, pour le personnel, évidemment, la perspective de pouvoir poursuivre sa mission dans un établissement qui, par l'occasion, deviendra pérenne au moins pour 20 ou 30 ans à venir. Donc voilà, c'est tout le bonheur qu'on se souhaitait. L'EHPAD, premier employeur au sein de la commune de plus de 700 habitants, peut donc envisager un peu plus sereinement l'avenir. J'ai dit, écoute, tu peux pas me créer un porte-savon, quelque chose qui puisse égoutter le savon. Et il m'a préparé ça. Je l'appelle l'original. Quand Béatrice m'a demandé de faire un porte-savon, c'est ce que j'ai inventé. À peu près, parce qu'au départ, j'avais pas les mêmes outils, j'ai vraiment bricolé. Un premier porte-savon pour madame en 2009, puis quelques marchés, la rencontre d'un savonnier artisanal à la recherche de supports en bois a tout accéléré. En 10 ans, ce qui était d'abord une thérapie pour Stéphane dans son garage de Saint-Nabord est devenu un second métier. J'ai fait un burn-out dans mon ancienne activité professionnelle, j'étais devenu chef et j'ai découvert en moins d'1 an que j'étais pas du tout fait pour ça. Voilà. Donc arrêt de travail, je voulais plus y retourner et puis je tournais en rond dans la maison et je me suis mis à travailler des petits morceaux de bois pour m'occuper et c'est comme ça que j'ai retrouvé ce goût du bois et cette envie de créer. Stéphane propose ainsi une douzaine de modèles de porte-savons, de quoi rompre la monotonie malgré les quantités produites. 9000 objets en 2018, 18 000 en 2019 et il pense encore doubler ce nombre en 2020 avec l'aide d'un ami qui lui prépare le bois depuis quelques mois. Le Navoirio n'en vit pas à ce jour et travaille toujours 30 heures par semaine dans un magasin de bricolage. À l'avenir, il faudra choisir mais sans renier ses valeurs. C'est un produit qui reste absolument artisanal, donc il n'est pas industriel. Chaque pièce est différente l'une de l'autre. Il y a des petits défauts, il y a des petites imperfections, il y a des nœuds, il y a des différences de couleurs. Mais tant que ça reste dans l'esprit du bois, moi je fais tout passer parce que c'est le bois qui est essentiel à mes yeux. Ce bois, de l'érable principalement, plus facile à travailler, est originaire du Grand Est et fourni par une scierie de Sainte-Marguerite. Seul ajout naturel de l'huile de lin pour protéger ses créations, qui ne se limitent pas et loin de là aux porte-savons, destinés eux en grande majorité à des savonneries artisanales, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Ces produits se retrouvent même en Hollande ou en Angleterre.